Un, deux, test micro. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. On dirait le sud. Oh pardon, c'est vrai que je viens d'Alsace. Il ne faut point que je fasse la promotion d'une région aussi magnifique que celle du sud. Ah, aujourd'hui, les loulous, je suis en pleine forme. Nous allons donc faire un épisode 13 bis et 14, les deux en un. Nous allons commencer pour cela par un retour sur le précédent podcast où je démarrais en disant on ne vit pas courbé, où je vous incitais, je vous demandais, je vous ordonnais de ne point vivre courbé. Vous ne devriez jamais accepter de vivre courbé. Cela signifie refuser de troquer jour après jour des fragments de votre âme contre un confort illusoire. Au début, vous démarrez par une légère inclinaison, un petit compromis, peut-être avez-vous en tête le mime, je fais un petit péché et puis ça fait un effet domino avec des péchés de plus en plus grands. Et oui, je sais qu'on est censé prononcer mimes, je vous emmerde, j'en ai rien à foutre, on est en France. On se dit que ce n'est rien, que c'est temporaire, que c'est un tout petit péché. Puis on plie encore un peu plus bas pour ne pas faire de vagues. Coucou tous les profs qui connaissent très bien ce hashtag ne pas faire de vagues. Pour ne pas perdre ce que vous croyez essentiel, on se vend d'abord par nécessité, ensuite par habitude, et enfin sans même s'en apercevoir. Un jour on se redresse, ou du moins l'on essaye, et on s'étonne que le ciel semble alors si loin. Mais c'est qu'à force d'être courbé, on a oublié comment se tenir droit. On a troqué la fierté pour la soumission, la révolte pour la résignation. Or le pire esclavage n'est pas celui imposé, mais celui que l'on finit par accepter comme naturel. Ne pas se vendre, c'est commencer par se redresser, relever ses épaules, relever la tête, tenter de revoir le ciel, reprendre sa dose de vitamine D, choisir l'inconfort temporaire d'une liberté précaire peut-être, plutôt que la prison dorée des compromissions invisibles. C'est parfois marcher seul, souvent contre le vent, mais c'est là que c'est le plus beau, car l'on a toujours la certitude de ne pas s'être perdu en chemin. Et pourtant, rien n'est plus beau que de se perdre en chemin avec ses toutous. Rien à voir. Tant que les fragiles menteurs pervers dans tous les sens du terme qui nous gouvernent n'auront pas décidé de se sucrer eux-mêmes leur salaire et de supprimer les trois quarts des postes qu'ils occupent pour détruire ce pays tout en nous demandant de nous serrer la ceinture, refusez de les écouter, mettez-leur un dos, cessez de leur donner de l'importance. Faisons de notre côté notre pays, laissons-les dans leur coin, sans compromission aucune, pour ces lâches menteurs. Je reviens également sur Étienne Chouard, qui est une figure singulière du paysage intellectuel et politique français. Il est un enseignant de formation à la faculté, je n'ai pas revérifié laquelle, peu importe. Il s'est fait connaître par sa critique acerbe des systèmes représentatifs et sa défense passionnée du référendum d'initiative citoyenne, donc le RIC, là où tant d'autres s'emportent comme moi. Invective et caricature, lui, avec un calme désarmant, ses réflexions patientes et ses raisonnements méthodiques, désarçonne fort souvent ses contradicteurs. Face à un journalisme de l'indignation systématique, hypocrite, hystérique, pitoyable, il oppose une philosophie de la discussion et de la construction démocratique tout à fait respectable. Il croit en la souveraineté populaire, en l'intelligence collective, en un peuple capable de s'organiser et de décider lui-même de son destin, mais dessiner lui-même son destin marchait aussi. Comme quoi, parfois, comme à langue fourche, cela donne aussi de belles choses, de belles poésies orales et auditives pour vous, je l'espère. Tout cela à travers des mécanismes de démocratie directe qu'il défend absolument. Une vision que je ne partage pas, préférant celle d'un État dirigé par une figure forte, juste, éclairée. Et c'est ce en quoi je crois, je l'ai déjà dit, je ne pense pas que le peuple soit capable de se diriger dans la bonne direction. Je rappelle que les quelques républiques qui ont fonctionné, petit rappel aussi pour les profs qui mettent en avant ces républiques-là en disant que c'est génial la démocratie, oui peut-être, mais la Grèce antique, la Rome antique, tout le monde n'avait pas le droit de vote. Petit rappel au passage. Bref, je préfère cette image d'une figure forte, juste éclairée, un monarque, empereur, roi, président ou même un chef
qui a fait ses preuves dans la bataille physique comme intellectuelle pour démarrer, qui par sa vision et son charisme relèvera la nation, lui redonnera son énergie perdue dans les chaussettes. Là où Étienne Chouard mise sur la sagesse d'un peuple éduqué et impliqué, je considère qu'une autorité centrale puissante mais juste, entourée des meilleurs esprits, est la clé du redressement. Je serais ravi de pouvoir échanger un jour avec lui, car j'aime, contrairement à certains, confronter des opinions sereinement, en bonne intelligence, et je pense que c'est parfaitement son cas également. Nous avons donc deux visions opposées mais qui se rejoignent peut-être sur un point, la nécessité pour la nation de retrouver la foi, ça je ne sais pas si lui a la foi, mais en tout cas moi je l'ai, de renouer avec l'effort, la discipline et la grandeur, même si nous n'avons certainement pas les mêmes définitions derrière chacun de ces trois mots-là. Mais je pense que lui aussi les défend absolument, encore une fois, à sa manière. Je disais donc qu'être plutôt Léo Dagan, avec une main de fer dans un gant de fer, pour le meilleur. Vivre pour le meilleur. Non, pardon, je vais pas imiter Johnny, ce serait terrible. Excusez-moi, pardon. Dans un monde peuplé de profs sans dignité, sans racines, sans amour de la patrie, ce qui devrait être un crime contre, non pas l'humanité, mais contre la nation, et puni d'une immense sévérité, il n'y en a qu'un qui soit immortel, car il a tranché, sinon la tête de ses ennemis, au moins il a brisé ses propres chaînes. Pour le faire taire, il faudra maintenant lui trancher la tête. Il est un fier Français, Alsacien de surcroît, qui plus est, c'est synonyme, pardon, et ne souhaite rien de plus que de faire grandir vos cervelles comme celles de ses élèves, en vous présentant sinon un plat tout fait, tout chaud, tout bon, au moins un plat nouveau qu'il vous faudra ingérer, digérer, avant de le discuter, et il sera ravi d'en discuter avec vous. Il nous faut un roi chevalier, disais-je encore dans la pré-introduction de l'épisode 13, lors duquel j'étais à moitié embourbé dans les miasmes, mais mon cerveau n'était pas tout à fait des plus présents. Si nous devions avoir un roi ou autre chef, je suis en pleine lecture de l'histoire de France par Jacques Bainville, en apprentissage pour connaître bien mieux encore l'histoire de mon pays, car il est absolument intolérable que je ne la connaisse pas parfaitement, et cette histoire de Jacques Bainville est une parfaite porte d'entrée un peu plus poussée que ce que je connais déjà. Donc, je vais cerner les différences entre tous ces termes d'empereur, de monarque, de roi, etc. Querelle de chapelle, que sais-je encore ? Qu'il soit un roi chevalier, ce chef que nous devons avoir. Pas un bureaucrate poudré, ni un technocrate sans gloire, moins encore un républicain caché derrière de pitoyables déclarations et semblants d'apparat, mais bien plutôt un homme d'action et de vertu, un souverain qui nous aura fait ses preuves, l'épée au côté, et dans l'encrier, et l'esprit affûté. Car comment prétendre guider un peuple si l'on n'a jamais soi-même affronté l'adversité? Un roi ne doit pas sortir d'un conseil d'administration, d'un comité d'experts ou encore d'une école déjà vendue aux mêmes idées, mais du feu de l'épreuve, du fracas des batailles ou du tumulte des idées. Un tel souverain, on ne le couronne pas, on le reconnaît. Son autorité ne vient pas d'un décret mais d'une évidence. Il a vaincu, il a souffert, il a conquis, il a appris. Il ne demande pas la soumission, il inspire la loyauté. À l'image des souverains d'antan, il mène, il ne se cache pas derrière les remparts dorés du pouvoir. Il sait ce qu'est l'effort, l'honneur, le sacrifice. Il ne se contente pas de discours une fois toutes les 5 glinglins. Une fois par calende grecque, il agit pour le bien de la nation. Et pour rappel, avant que l'on me prête des intentions que je n'ai pas une seconde, le bien de cette nation, c'est le faisceau de valeurs que l'on partage, et certainement pas une quelconque couleur de peau ou que sais-je encore. Ce n'est absolument pas ma politique. Nous devons avoir un faisceau de valeurs et de vertus communes. Oui, je me répète, vous le savez. Alors oui, il nous faudra un roi chevalier, un roi qui ne soit ni un simple gestionnaire, ni un tribun de papier. J'ai fait une liaison que je n'aurais pas dû, je m'en excuse. Mais un réel meneur d'hommes, un bâtisseur de destin capable de raviver la flamme d'un peuple trop longtemps courbé, avachi dans la dépression, soumission, anxiété, lâcheté, nihilisme. Vous le savez, c'est mon combat essentiel et je le rabâche à chaque
putain d'émission. Un roi qui par sa seule présence rappellera à chacun que la grandeur n'est pas un souvenir, mais un but dans un pays qui a une aussi belle histoire que le nôtre. La température du globe a gagné 1,2 degré depuis 1850, ce qui correspond grosso merdo à la période de pré-industrialisation du monde occidental. 1,2 degré donc depuis 1850. Voici l'échelle de la catastrophe absolue. Bien sûr, oui, le climat évolue, oui, l'homme en est responsable, mais faut-il pour autant sombrer dans l'hystérie punitive, surtout en France qui ne représente qu'1% des émissions mondiales? Pendant qu'on culpabilise les Français en leur expliquant que leurs voitures, leur chauffage, leurs vaches sont responsables de leur... Pardon, je m'énerve. Il faut que je prenne exemple sur Monsieur Chouard de l'Apocalypse. On détourne l'attention des vrais fléaux environnementaux. Je suis incapable de faire comme Étienne Chouard et sa voix extrêmement posée et calme. Je suis admiratif, mais ce n'est point ma personnalité. Les mers débordent de plastique, transformés en soupe toxique où la faune marine agonise. Vous connaissez les coraux, les poissons qui sont en train de s'étouffer dans des sacs plastiques. Enfin, vous avez tous déjà vu ces images. Et ça, c'est de l'écologie dont je veux entendre parler. Les sols s'épuisent sous l'effet de pratiques agricoles destructrices, nous rendant chaque jour un peu plus dépendants d'importations absurdes alors que nous pourrions nourrir notre propre pays, ou avec nos scientifiques trouver de nouvelles solutions pour faire tourner, je ne suis pas du tout un professionnel là-dedans, mais faire tourner les différentes cultures pour que les sols puissent récupérer leurs minéraux, leurs nutriments essentiels et nous permettre de redevenir souverains au niveau de notre énergie comme de notre alimentation. Alors, nous pourrions nourrir à nouveau notre pays. L'eau elle-même, source de toute vie, est devenue chargée de résidus chimiques, de pesticides, de microplastiques, même si nous sommes loin d'être le pays où l'eau est la plus sale plutôt. Que dire de la condition animale, réduite à une indifférence cynique au nom du rendement et du profit? Mais non, on préfère taxer les pets de vache et les CO2 dans je ne sais plus quel pays, mais bientôt par chez vous, comme si cela allait inverser la courbe des températures, comme si cela allait sauver la planète. Ce n'est pas un combat pour l'environnement, c'est une guerre contre le bon sens pour rapporter des subventions à certains. C'est comme ça que cela fonctionne. Le Raptor en a très bien parlé. J'avais déjà dit que ma seule critique négative était justement de ne pas avoir été plus loin sur ces sujets-là dont il parle, mais il l'évoque simplement plutôt que d'en faire toute une partie et tout un chapitre, ce qui aurait été fort intéressant que de faire une partie complète sur, non pas les pets de vache justement, mais les mers débordant de plastique, la condition animale, l'appauvrissement des sols, etc., etc. Protéger notre monde, ce n'est pas plumer un peu plus ceux qui n'ont déjà plus grand-chose, c'est replanter réellement, restaurer et relocaliser. Se retourner à nouveau vers le local. Cessez donc d'acheter des frites et des légumes qui viennent de l'autre bout du monde. Vous survivrez sans vos bananes, vos litchis, vos mangues, que sais-je, qui ont fait des milliers de kilomètres. Lisez Hit de monsieur... j'ai oublié son nom, quelle honte. Je suis désolé. Monsieur Gilles Lartigot, voilà. Vous pouvez lire son livre et évidemment que l'on n'achète pas des choses qui ont parcouru des milliers de kilomètres. Vous survivrez sans vos litchis. Je suis le premier à adorer les litchis. Tant pis, je n'en mange plus et c'est fort triste. Je pleure tous les matins mes litchis. L'école du bon sens, tout simplement. Les enfants ont droit à une éducation saine enracinée dans le bon sens du terme, loin de ces dogmes changeants et des angoisses artificielles. Plutôt que de les abreuver de concepts flous ou d'alimenter des peurs fabriquées, offrons-leur le contact avec la nature, non pas pour les plonger dans l'éco-anxiété, mais bien plutôt pour leur apprendre à la connaître cette nature, la respecter, la comprendre dans ce qu'elle a d'immuable et d'essentiel. Redonnons-leur des repères solides, des valeurs saines, effort, discipline, transmission. Cultivons en eux le goût du collectif, de l'entraide, plutôt que cette obsession maladive de l'unicité, ce besoin de se croire différent à tout prix et de s'individualiser au maximum. TDAH, HPI, hypersensibilité, que d'étiquettes qui enferment bien plus qu'elles n'aident, qui alimentent anxiétés et dépressions, disais-je, autant de marchés juteux pour les psychologues,
les médias, les laboratoires pharmaceutiques, friands de vous vendre des anxiolytiques et qui n'ont pas votre bien-être à cœur. L'éducation ne doit pas être une fabrique de névroses, mais une école de la vie. Une école qui forge des esprits solides, ancrés dans le réel, capables de faire face au monde avec confiance et non de s'y égarer sous le poids de diagnostics en série. Un enfant qui sait qui il est, d'où il vient, ce qu'il vaut, n'a pas besoin de pilules pour exister et est un enfant heureux. Bonjour, bonsoir les loups et loulous et bienvenue dans l'émission Prof de droite, l'émission qui distribue des uppercuts éducatifs avec élégance, bienveillance mesurée et un mélange bien épicé de bonne humeur et de colère. Les high kicks de ce podcast feront valser en 2 mouvements 3 temps bien des protège-dents, des bords de Seine jusqu'au sommet des Alpes, jusqu'au bord de l'océan Atlantique dans le creux des vagues basques les plus fraîches, jusque dans les pâturages pyrénéens, jusque dans les assiettes grasses et juteuses de Bretagne et du Nord, jusque dans les richesses du sud de la France, tout ceci enfin en passant par la plus belle région du monde, l'Alsace. Et si t'es pas d'accord, pose-moi donc ton téléphone, fais l'effort d'écouter cette émission jusqu'au bout, prends donc un bretzel que je t'offre bien volontiers, et je ne parle évidemment pas des saloperies honteuses que l'on retrouve dans vos apéros. Cette émission durera une grosse heure et elle est disponible sur YouTube, Deezer et Spotify. Mes amis, quel plaisir d'être revenu en pleine forme. Après une semaine ou 10 jours de maladies terribles qui ne m'ont pas empêché de poursuivre boxe, sport, lecture, guitare, etc., musique, etc., me revoilà tout prêt, tout beau, enfin tout beau, voilà, mais en tout cas tout prêt, tout frais et en parfaite santé physique, mentale, intellectuelle, spirituelle. Ici d'ailleurs nous nous battons pour retrouver une société disposant d'un cœur si vous voulez, d'un corps sain dans un esprit sain, au service d'une jeunesse harmonieuse et équilibrée, et ce pour une nation éduquée, bien éduquée, afin que les individus qui la composent aient comme objectif commun, important, de l'améliorer, de la faire progresser constamment. Voilà, un vocabulaire éloigné du vocabulaire actuel des enseignants. Pas grave, cela viendra, comme le public pour ce podcast. J'ai foi et confiance dans ce que je propose. Cette émission est d'un point de vue personnel également un excellent exercice afin de hiérarchiser et ordonner mes pensées pour faire entendre en anonyme, du moins pour le moment, une voix de prof comme vous n'en entendez jamais. Je m'astreins donc à une discipline de pensée et de transmission, non seulement à mes élèves, de par mon métier hors antenne, mais à vous également. Je vous présenterai mes opinions réfléchies, les valeurs que je partage et défends, afin que les parents nous rappelleront à chaque émission que la famille est la première éducatrice de notre jeunesse. Futurs parents, profs, tout membre de la communauté éducative élargie, ou même les curieux, et il est bon de l'être, et les anciens que je salue, sachent ce que vivent ou vivront les enfants et ce que vivent les profs également à l'école. Nous aborderons ici également les problèmes des profs, tout en défendant les autres professions valables et vertueuses, et en clamant haut et fort, comme à l'accoutumée, que les profs ne sont pas les plus à plaindre, et sont en plus responsables en grande partie de la merde dans laquelle ils sont parfois aujourd'hui. Nous rappellerons aux profs la notion essentielle de neutralité politique auprès des enfants. Vous me direz que je ne la respecte pas toujours, certes loin s'en faut, mais vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des adultes responsables capables de vous faire vos propres opinions. Personne ne vous enjoint donc à gober tout ce que je déblatère sans y réfléchir, sans user de votre esprit critique. Enseignants donc, cessez, car ce n'est pas mon cas, j'allais dire cessons, mais absolument pas, cessez de bourrer le crâne d'enfants de valeurs antinaturelles. Vous savez que cela a un nom, au mieux manipulation d'esprit en cours de formation, c'est un peu long, ça rime, mais au pire, pédocriminalité. Voilà qui est plus simple, plus clair et plus offensant peut-être. Il va falloir réapprendre à forger l'esprit critique de la communauté enseignante comme des élèves, retrouver valeurs et vertus perdues ou en voie de perdition. Voilà nos combats essentiels. Ne cédons pas aux modes et pseudo-dictates moraux aux conséquences catastrophiques sur notre jeunesse. Montrons plutôt la voie à la future génération pour retrouver une nation soudée vers un ou des buts communs. Pour résumer en mots-clés ce que vous retrouverez dans cette émission: promotion du goût de l'effort, du travail, défense de la beauté de notre pays,
Discussion, aiguisage de vos esprits critiques, adoption d'une mentalité positive, sortie de la torpeur, négativité, pensée unique, passage à l'action, émission salée sans langue de bois qui aura pour but de lutter contre le nihilisme ambiant dans ce beau pays, de faire évoluer l'école, pourquoi pas notre société. J'ai beaucoup d'espoir pour cette émission, qui je l'espère permettra un jour de nous faire avancer vers un modèle beaucoup plus sain. Elle sera bien entendu préparée en amont, mais cependant je ne ferai pas de travail de redécoupage. Je mène d'autres projets dans cette vie, j'espère que vous pardonnerez dès lors les bégaiements, égarements, prises d'eau et de caféine lors de son enregistrement pour l'authenticité que cela lui apportera. Et j'espère que l'émission aura beaucoup à vous offrir. Plan de l'émission du jour, le service militaire en lien avec l'éducation, retour sur les mousquetaires que je n'ai pas suffisamment bien abordé lors de l'épisode précédent, et puis je trouve aussi que je n'en ai pas assez parlé dans les différentes émissions, donc il fallait encore que je revienne dessus. Puis un article qui me permettra de revenir encore sur le point numéro 1, vous savez que j'aime bien faire ça. On fait un grand 1 et un grand 3 qui sont très liés. Une quatrième partie avec une citation, et enfin une cinquième partie avec un mot que vous connaissez très certainement, mais dont je vais me permettre de parler comme si vous ne le connaissiez point. Et voilà, nous sommes partis. Je vais bientôt pouvoir refaire les différentes ritournelles. Vous savez que c'est le mot français que j'utilise pour éviter l'anglicisme jingle, qui fait déjà un peu gamin. Mais voilà, donc je vais bientôt pouvoir les réenregistrer maintenant que je me suis discipliné depuis le 1er janvier, je vous raconte ma vie, à rejouer tous les jours de mon instrument favori, qui est la guitare. Et je ne parle pas de jouer auprès des feux de camp pour les jeunes femmes, n'est-ce pas? Mais bien plutôt de réellement jouer les beaux morceaux de musique que j'apprécie. Et voilà. Qu'avais-je encore à vous dire après cette longue introduction? Et avant de démarrer la première partie, je crois que nous sommes bons. Donc je réenregistrerai tranquillement les différentes ritournelles. J'en ferai peut-être de nouvelles. Et vous aurez donc incessamment sous peu de nouveaux petits jingles à vous mettre sous l'oreille. Le service militaire en lien avec l'éducation. Le retour du service militaire, un remède au mal-être et à la perte de repères des jeunes. Petite histoire du service militaire en France. Le service militaire fut instauré sous la Révolution française avec la levée en masse de 1793 et qui s'est structuré progressivement au fil des siècles. Lorsque l'on vous dit que les armées de métier au Moyen-Âge ne comptaient pas le peuple, disons entre guillemets vulgairement de base, c'est vrai, d'accord ? Le moment à partir duquel tout le monde a pu être envoyé à tout moment au charbon, voire au suicide, ensuite avec les Premières et Deuxième Guerres mondiales, c'est effectivement post-république. Tout à fait. Et 1793, ça doit sonner deuxième épisode de l'émission et l'ouvrage justement 93 de notre cher Victor Hugo. On est en pleine terreur. Comme quoi, la terreur, encore une fois, c'est ce que nous a amené les Lumières, la Révolution, la République. Peut-être que certains vont dire que je vais un peu vite et que je résume un peu trop facilement l'histoire, mais je pense que c'est quand même relativement indéniable. La loi Jourdan-Delbrel de 1798 impose la conscription obligatoire à tous les Français. Au 19e et 20e siècle, il se modernise et s'adapte aux besoins stratégiques du pays, notamment lors des grandes guerres mondiales et avant avec les guerres de la fin du 19e siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, le service militaire obligatoire est maintenu, mais son format évolue avec une réduction de la durée et des formes d'engagement alternatives, notamment le service civil. Sous la présidence de Jacques Chirac, la professionnalisation de l'armée
conduit à la suppression du service militaire obligatoire en 1997, remplacé aujourd'hui par la pitoyable journée d'appel de préparation à la défense. Petit plaidoyer pour le retour du service militaire, qui serait, selon moi, un outil pour restaurer le lien social et la résilience psychologique des jeunes, et donc un cadre avant tout structurant pour combattre le mal-être et l'anxiété chez ces mêmes jeunes. Les études en psychologie et neurosciences ont démontré que l'engagement dans des activités collectives, rythmées par des efforts physiques et mentaux, est un facteur protecteur contre anxiété et dépression. Une étude de l'INSERM en 2021 révèle que l'anxiété et la dépression, mais vous l'avez remarqué, vous n'aviez pas besoin de cette étude, ont explosé chez les jeunes avec un taux de dépression passé de 12% à 22% entre 2019 et 2021. Donc c'est seulement sur une période au maximum de 3 ans. Si on prend début 2019, fin 2021, ça fait 3 ans. Ne me dites pas que je suis nul en maths, je sais que 2021 moins 2019, ça fait 2. D'accord ? Mais vous savez aussi que si je compte tous les chiffres de 0 à 2, ça fait 3. Merci. Le service militaire, par la rigueur qu'il impose et la solidarité qu'il encourage, permettrait aux jeunes d'apprendre à gérer le stress et l'incertitude. Si l'on n'a jamais connu de stress parce qu'on est surprotégé à l'école et dans la famille, comme cela peut être le cas aujourd'hui, le jour où sur le marché du travail il y aura la moindre source de stress, vous savez déjà comment ça finit, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, nous sommes en 2025, vous savez tous la réponse à cette présentation. Bref, donc le service militaire, par la rigueur qu'il impose et la solidarité qu'il encourage, permettrait aux jeunes d'apprendre à gérer le stress, disais-je. L'exposition à des défis concrets développera la résilience, comme l'illustrent les recherches de Martin Seligman, que je crois j'avais déjà cité, sur la psychologie positive et la gestion réelle de l'adversité plutôt que de chercher à la fuir constamment. Un renforcement du lien social par l'épreuve collective, la cohésion sociale, faire société, faire multiculturalisme, faire vivre ensemble, repose sur des expériences partagées et non sur des médias qui vous en vantent les mérites sans jamais eux-mêmes la vivre. Ça, c'est pitoyable, c'est du mensonge, c'est de l'hypocrisie. Et vous savez à quel point je l'ai en horreur. Le service militaire favoriserait un brassage des classes sociales et culturelles, confrontant les jeunes à la diversité réelle et à la nécessité de coopérer pour faire nation. Dans une époque marquée par un individualisme et un repli sur soi, ces interactions constitueront un remède efficace contre la fragmentation sociale. D'ailleurs, les effets positifs de la cohésion militaire ont été observés dans des études sur les bénéfices du sport collectif, Caron 2012, pour ceux qui veulent aller y jeter un œil, voire les deux, où la dynamique de groupe réduit le stress et améliore le bien-être mental. Cadre militaire pour canaliser les jeunes en voie de perdition. Voilà qui peut intéresser les profs. Et c'est une réflexion que j'ai très souvent auprès de mes collègues dans le réel. Avant qu'on me dise que je dis des choses dans l'émission mais que je ne fais rien dans le réel, non. D'accord ? Tout ce que je dis ici, je le dis dans le réel, peut-être parfois avec un peu plus de tact, n'est-ce pas ? Mais je dis ce que je pense et je fais ce que je dis, contrairement à d'autres. Un encadrement adapté aux jeunes en rupture. Le système éducatif peine à gérer les jeunes en situation de rupture. Professeurs et éducateurs dénoncent une perte d'autorité et des difficultés à imposer la discipline nécessaire pour enseigner. De nombreux enseignants signalent un manque de figures masculines structurantes, alors que la majorité des délinquants sont des jeunes garçons en mal de repère. Arrêtons un peu de nous voiler la face avec l'interdiction des statistiques, qu'elles soient genrées, ethniques ou autres. Voilà, ce rapport de l'ONDRP dit bien que la majorité des délinquants sont des jeunes garçons, no shit Sherlock, et qu'ils sont en mal de pair, P-A-I-R-S, de pair, P-E accent grave, R-E-S, et de repère. L'armée, par ses valeurs de discipline, de dépassement et de responsabilisation, répondrait selon moi à ce besoin. Des expériences comme celles menées à Israël ou en Corée du Sud, je ne sais jamais si on dit en Israël ou à Israël, montrent que l'encadrement militaire
réduit les comportements antisociaux et favorise l'intégration. Sinon, cela finit par une exclusion du groupe. Et il faut, dans ce monde militaire, un peu caricatural diront certains, rester dans le groupe, sinon c'est la mort. D'accord ? Et c'est comme cela que l'on récupère ces jeunes en perte de sens. Redonnons justement du sens aux apprentissages. L'effort physique et le cadre strict du service militaire peuvent aussi restaurer la motivation pour les apprentissages par la suite ou dans le même temps, puisqu'ils pourraient tout à fait avoir lieu dans ce cadre militaire. Hein. Les militaires ne sont pas que des gros bourrins physiques, ils sont aussi parfaitement capables d'enseigner les bases du lire, écrire, compter à ces jeunes qui parfois ne l'ont pas, même qui n'ont pas ces bases, même lorsqu'ils ont 15, 16, 17 ans. D'accord ? Une étude, encore une fois, du CNRS, comme quoi je vous ai sourcé ce développement, a montré que l'effort physique régulier favorise la concentration et la mémorisation, deux compétences essentielles pour la réussite scolaire. En outre, la présence de militaires comme modèle structurant, notamment pour les jeunes issus de familles monoparentales ou avec un père absent, peut jouer un rôle fondamental dans la réintégration sociale. Les valeurs inculquées, discipline, respect, engagement au service du groupe, sont autant de qualités qui pourront ensuite être mises à profit dans la société civile. En conclusion, le retour du service militaire ne serait pas seulement une mesure d'ordre public ou de préparation à la défense, mais un puissant outil de reconstruction sociale. En confrontant les jeunes à l'effort, à la discipline et au dépassement de soi, il leur offrirait des ressources pour affronter un monde en crise et redonnerait à la nation un socle commun de valeurs. Réintroduire un encadrement militaire pour les jeunes en difficulté apparaît alors comme une solution pragmatique et efficace face à une école parfois débordée et à une société fragmentée. Petit retour sur les Mousquetaires avec un résumé détaillé et analysé des événements des 2 premiers tomes des Mousquetaires d'Alexandre Dumas en les mettant en parallèle avec l'histoire réelle et en tirant des enseignements pour la jeunesse française, puisque c'est pour elle que je fais cette émission et que j'en laisse toutes les traces nécessaires pour qu'elle soit consultable à tout moment par celle-ci. J'ai démarré, petit aparté, le 3e tome. Pour l'instant, je suis très dubitatif, ça met beaucoup de temps à démarrer. Mais bon, écoutez, je vais faire confiance à Dumas pour ensuite me prendre par le col et me dire « T'inquiète pas mon gars !» Mais voilà, pour l'instant, et ça démarre, disons, lentement et mollement, mais je suis très intrigué. J'espère que toute l'histoire autour de la légende du masque de fer, c'est le genre de légende que j'aime beaucoup, va être fort divertissante. Bref, les événements dans les 3 Mousquetaires et 20 ans après. C'est le nom du 2e tome. Rappel pour ceux qui n'ont pas écouté. L'affaire Milady, les 3 Mousquetaires, résumé des faits, Milady de Winter, c'est Milady de l'hiver du coup parce que c'est une femme froide, est l'un des personnages les plus marquants du roman. Belle manipulatrice sans scrupules. Excusez-moi, je vais router. Pardon. Elle agit comme agent du cardinal de Richelieu et cherche à nuire aux mousquetaires, en particulier à D'Artagnan et Athos. Son passé criminel, puisqu'elle était mariée avec Athos sous une fausse identité avec un tatouage de condamné. Ce passé la rattrape. Après avoir causé la mort de Constance Bonacieux, dont D'Artagnan a été éperdument amoureux, elle est jugée et exécutée par un tribunal secret et sommaire composé d'Athos, Porthos, Aramis et Lord de Winter. Ce qui en fait une femme forte, contrairement à ce que pensent certaines, notamment, qui imaginent que les femmes fortes n'ont pas existé. Non, elle était une femme très forte, mauvaise peut-être, mais forte. Petit parallèle historique, le contexte est celui du siège de La Rochelle entre 1627 et 1628, un moment clé où Richelieu cherche à écraser les protestants, les huguenots, soutenus par l'Angleterre. Milady est un personnage fictif, son rôle d'espionne s'inscrit parfaitement dans la lutte d'influence et d'intrigue qui opposait Richelieu et les Anglais. Leçon pour la jeunesse, les vertus masculines, la lutte contre le mal demande courage et discernement. Athos, bien qu'affecté personnellement par Milady,
agit avec noblesse et fermeté et violence. Il faut parfois savoir faire preuve de violence. Les vertus féminines, Milady, le disais-je, bien que maléfique, incarne une figure particulièrement forte. Elle est stratège, indépendante, ne recule devant rien. Une héroïne féminine peut être redoutable bien avant votre 21e siècle. Là, je n'en fais pas partie, je me suis soustrait à ce siècle-là. Je suis revenu en arrière, mais plus loin encore que Dumas. L'affaire Mordaunt, dans 20 ans après. Résumé des faits, Mordaunt est le fils de Milady. Il cherche à venger sa mère en traquant les mousquetaires. Manipulateur, il s'infiltre auprès des frondeurs et des révolutionnaires anglais. Il finit par piéger D'Artagnan et ses amis en les enfermant sur un navire. Après une lutte acharnée, il finit par mourir dans un mélange de noyade et de poignardement, pour faire un néologisme, par Athos. Et donc, la boucle est bouclée. Parallèle historique, nous sommes sous la Fronde, qui dura de 1648 à 1653. Une guerre civile opposant la noblesse et le Parlement au pouvoir royal de Mazarin et du jeune Louis XIV. Je ne voudrais pas te dire de bêtises en disant son âge. Il me semble qu'il dit 6 ans dans le 2e tome, peut-être. Pardon. Donc on est sous la régence d'Anne d'Autriche. Oh, encore une femme forte, mais c'est incroyable. Bref. En Angleterre, Cromwell renverse Charles Ier qui est exécuté en 1649. D'Artagnan et ses amis, malgré leur divergence d'opinion par rapport au roi d'Angleterre, tentent d'empêcher ce régicide, illustrant leur fidélité entre eux plus que réellement envers la monarchie, puisque D'Artagnan et Porthos, encore une fois, ne soutiennent pas plus que ça le roi d'Angleterre. Leçon pour la jeunesse, encore une fois, les valeurs masculines. La fidélité et l'honneur sont essentiels. Les mousquetaires restent loyaux au roi même lorsque tout semble perdu et ne trahissent jamais. Valeurs féminines. Les figures féminines de ce tome, la duchesse de Chevreuse, Anne d'Autriche, ou encore Anne d'Autriche, pardon, ce ne sont pas les mêmes, participent activement aux intrigues politiques. Une preuve de plus, si nécessaire, que les femmes influentes ne datent pas d'hier. Ce que les jeunes doivent en retenir aujourd'hui, pour les garçons, noblesse, courage, énergie virile. Les mousquetaires sont des archétypes de la virilité noble. Ils ne sont pas parfaits, mais ont de superbes qualités. D'Artagnan représente l'audace et la persévérance. Il est parti sans rien, mais se hisse au sommet et finit par devenir capitaine des mousquetaires par son intelligence et son courage. Athos représente la noblesse dans ce qu'elle a justement de plus noble et d'aristocratique, dans le sens, encore une fois, noble du terme. Il représente la sagesse et l'honneur, l'homme qui sait maîtriser ses émotions, juger avec droiture. Un de mes modèles absolus et l'un de mes personnages de roman favoris, all time, comme disent les roast beef. Porthos, il est la force et la générosité, l'amitié envers et contre tout, contre tous. Il est puissant, mais jamais cruel. Aramis, l'intelligence et le mystère, il représente l'homme qui agit dans l'ombre et est fidèle à ses valeurs. Peut-être qu'il est le plus manipulable des quatre, mais toutefois, il reste éperdument fidèle à ses compagnons, en espérant que je ne dise pas de bêtises vis-à-vis du 3e tome qui peut-être changera tout. C'est peut-être celui qui mènera à la perte des mousquetaires, je n'en sais rien. C'est celui en qui on peut le moins avoir confiance, alors même qu'il est censé être abbé, le plus proche de Dieu et le plus proche des valeurs chrétiennes. Mais bon, c'est comme cela. Leur enseignement à chacun des quatre: ne jamais trahir ses amis, la camaraderie, c'est sacré. Encore une chose que l'on pourrait apprendre, ou que l'on pourrait faire apprendre à la jeunesse lors d'un service militaire, par exemple, au hasard. Affronter l'adversité avec bravoure et dignité, servir un idéal plus grand que soi. Et enfin, pour les femmes, ou pour les jeunes filles qui liraient ces œuvres, force et indépendance bien avant le 21e siècle, j'insiste. Milady de Winter, la duchesse de Chevreuse, Constance Bonacieux, la reine Anne d'Autriche. Les figures féminines ne sont ni passives ni effacées. Elles manipulent, intriguent, aiment, combattent avec autant de force que les hommes. Leur enseignement: l'intelligence et la ruse sont des armes fort puissantes. Une femme n'a pas besoin d'attendre une époque moderne pour être forte. Retirez-vous ça de la tête.
Conclusion, un roman d'apprentissage absolument intemporel. Les Trois Mousquetaires, 20 ans après, ne sont pas uniquement des romans d'aventure, ils sont une école de la vie. Ils nous rappellent que la force est une belle vertu, que la fidélité et l'intelligence sont des valeurs éternelles, et que les héros, hommes comme femmes, existent depuis toujours. Troisième partie qui va nous permettre de revenir sur le service militaire, et je fonctionne souvent comme ça. Première partie sur un sujet lié de près ou de loin au sujet de l'éducation, et dans la troisième partie, on y revient souvent en s'appuyant encore davantage sur des sources scientifiques. Mais cette fois-ci, je n'ai pas trouvé un article vraiment scientifique spécifique qui traiterait directement des bienfaits du service militaire sur la jeunesse. Je m'excuse, il y a un tracteur qui passe devant chez moi. Bravo monsieur pour votre travail. Cependant, certaines recherches suggèrent que des programmes structurés et disciplinés peuvent avoir des effets bénéfiques sur les jeunes, notamment en matière de délinquance chez les garçons et de dépression chez les filles. On va être sexiste directement. Voilà, attaquez-moi si vous le voulez. La délinquance plutôt pour les garçons, la dépression plutôt pour les filles. Merci. Prouvez-moi le contraire. Voilà, on va dire ça comme ça. Impact sur la délinquance juvénile chez les garçons. Des études indiquent que les garçons âgés de 14 à 17 ans issus de familles monoparentales ou ayant vécu un divorce et où le père serait absent, encore une fois, on se répète, sont plus susceptibles, quelle surprise, de présenter des comportements délinquants. Et oui, retirer le père et l'éducation se complique. Retirer la mère et elle se complique aussi. Commencez pas à me casser les pieds. Cette observation est apparemment moins marquée chez les 18-21 ans. Ces résultats suggèrent que l'absence de figure parentale masculine peut influencer la propension à la délinquance chez les garçons. Impact sur la dépression chez les adolescentes. Les adolescentes sont particulièrement vulnérables aux troubles affectifs, notamment la dépression. Les thérapies familiales visent souvent les familles dont les jeunes présentent des problèmes affectifs et comportementaux, tels que des troubles de conduite ou des désordres affectifs. Ces interventions cherchent à traiter les problèmes avant qu'ils ne s'amplifient et à prévenir des issues plus graves comme la dépression. On pourrait revenir sur un podcast précédent, je ne sais plus lequel. Est-ce que cela aurait un intérêt pour lutter contre cette dépression chez les jeunes filles ou pour la délinquance chez les jeunes garçons, de séparer à nouveau garçons et filles dans le domaine de l'éducation? Je pose le débat et la question. Bien que ces études ne traitent pas spécifiquement du service militaire, elles suggèrent que des environnements structurés et fortement disciplinés offriraient des modèles masculins positifs, pourraient aider à réduire la délinquance chez les jeunes garçons et à atténuer la dépression existante chez certaines jeunes filles. Le service militaire pourrait potentiellement fournir ce cadre, favorisant la discipline, le respect, l'engagement, tout en offrant des figures d'autorité positives. Il ne s'agit évidemment pas de trouver des plus gros bourrins qui existent chez les militaires. Évidemment que cela existe. Nous sommes entre personnes intelligentes. Évidemment qu'on leur trouvera les bonnes figures d'autorité positives. Il est important de noter que l'impact du service militaire sur la santé mentale des jeunes peut varier en fonction de nombreux facteurs, y compris le contexte familial et les expériences personnelles. Par exemple, une étude canadienne a révélé que les jeunes issus de familles militaires déclaraient une moins bonne santé mentale, contrairement à ce que l'on pourrait penser, et adoptaient davantage de comportements à risque que leurs pères issus de familles civiles. Est-ce que c'est dû au fait que les pères sont souvent absents pour leurs devoirs militaires? Voilà, nous n'avons pas toutes ces pistes-là, mais comme d'habitude, le monde n'est ni tout blanc, ni tout noir, ni tout rose, ni tout gris. Le monde, c'est un ensemble de nuances, à nous de choisir les bonnes et celles qui nous intéressent pour, vous savez que j'aime bien cette expression, faire société et vivre ensemble. Ces résultats suggèrent que le mode de vie militaire peut présenter des défis uniques pour les jeunes. Mais ce n'est pas la même chose que de proposer aux jeunes d'aller au service militaire pendant un temps pour apprendre à vivre ensemble et à développer valeurs et vertus essentielles. En conclusion, le service militaire offrira un cadre structuré bénéfique pour certains jeunes, c'est indubitable.
Mais il était essentiel de considérer les besoins individuels et les circonstances personnelles lors de l'élaboration de programmes visant à soutenir cette jeunesse. Et puis tout simplement, essayons de remettre des pères dans cette société, dans l'éducation de cette jeunesse. Les divorces, ça existe, ça arrive, j'en suis bien conscient, mais il faut que les deux parents restent forts, chacun dans leur rôle, et présents pour l'éducation de la chair de leur chair, ce qui doit être leur priorité absolument absolue. Petite citation juste pour vous, citation de Monsieur Baudelaire. Avant tout, être un grand homme ou un saint pour soi-même. Évidemment, un saint, S-A-I-N-T. Oh, faites un effort. Développement sur la citation de Baudelaire. Avant tout, être un grand homme ou un saint pour soi-même. Baudelaire, par cette phrase, nous invite à un retour sur soi, à une exigence personnelle avant de rechercher la reconnaissance extérieure. Dans une époque où les réseaux sociaux donnent à chacun la possibilité de commenter, critiquer et s'indigner à longueur de journée, il est plus que jamais pertinent de se demander « qu'ai-je fait à mon échelle pour améliorer les choses ?» L'importance de l'exemplarité et de l'action locale. Un grand homme ou un saint ne se définit pas par les honneurs ou les applaudissements, mais par ce qu'il accomplit dans l'ombre, on va pas aller chez les roast beef quand même. Avec droiture et constance, Baudelaire suggère ici que la grandeur commence par une exigence envers soi-même. Plutôt que de vouloir changer le monde par des discours, il faut d'abord se changer soi-même. Et comme le disait Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Ou comme dit la Bible, si je ne m'abuse, chacun sera récompensé selon son mérite. Dans cette perspective, les actes de bonté et de courage dans le quotidien sont bien plus précieux qu'une posture morale bruyante mais stérile. Ce n'est pas en publiant un pseudo-message pseudo-indigné sur pseudo-Twitter que l'on vient en aide à quelqu'un en difficulté. Ce n'est pas en dénonçant les injustices depuis son canapé sur le lointain à l'autre bout du monde que l'on agit réellement pour la justice. C'est en aidant son voisin, son prochain, en élevant avec droiture ses enfants, en soutenant un ami dans l'épreuve. La recherche de reconnaissance versus l'accomplissement personnel. Bien sûr, l'homme est un être social et il n'est pas mal en soi de chercher la reconnaissance. Mais ce besoin ne doit jamais prendre le pas sur l'intégrité de l'action. Faire le bien doit être une finalité, non un moyen d'obtenir des lauriers. Un vrai grand homme n'agit pas pour les regards extérieurs, mais parce qu'il sait au plus profond de lui-même qu'il agit justement. Notre monde ultra connecté nous donne la tentation de vouloir plaire à tout prix. Ce besoin est immense pour certains, mais ce qui a le plus de valeur ne se mesure pas en like ou en retweet, mais en véritables gestes concrets. Un homme qui chaque jour accomplit de petits actes de courage ou de bonté dans l'ombre est infiniment plus grand que celui qui se donne en spectacle dans le seul but d'être admiré. Politique de soi avant de juger les autres. Cette citation de Baudelaire peut aussi être interprétée, selon moi, comme un appel à la responsabilité individuelle. Trop souvent, nous avons tendance à blâmer la société, les politiques, les autres. Mais que faisons-nous, que faites-vous personnellement pour améliorer la situation ? Avant de critiquer les injustices du monde, il faut s'assurer que nous ne contribuons pas nous-mêmes à ces injustices, soit par notre passivité, soit par nos contradictions. Et vous savez quel bord politique est empli à ras-bord, ça déborde, ça dégouline de tous les côtés de contradictions. Être un grand homme pour soi-même, c'est donc développer une éthique personnelle exigeante, se discipliner, apprendre à penser par soi-même, au lieu de suivre l'opinion majoritaire. C'est avoir le courage d'agir même à une échelle modeste, au lieu de se contenter de discours vides. En conclusion, la vraie grandeur est dans l'action humble et concrète. Baudelaire nous rappelle que la quête de grandeur commence toujours par soi-même. Ce n'est pas en cherchant à briller aux yeux des autres que l'on devient un homme accompli, mais en se forgeant une âme forte et droite. Certainement pas en finissant sur OnlyFans, n'est-ce pas ? Dans un monde où l'on confond souvent paraître et être, il est urgent de revenir à cette sagesse classique. Ce qui compte n'est pas ce que l'on proclame, mais ce que l'on fait jour après jour dans la discrétion et la sincérité.
L'ornithorynque. Oh, je vous vois venir. Oh, pour qui donc me prends-tu? Je connais ce Jean Castex. Jean Castor. Déjà, savez-vous orthographier le nom de cet animal qui rapporte, au Scrabble du moins, sans doute beaucoup plus de points que n'importe quel autre animal? Et là, les comiques vont me sortir un animal qui rapporterait plus de points que mon cher ornithorynque, n'est-ce pas le zébulon? Cet animal qui semble avoir été conçu un lundi matin par un dieu encore embrumé, désolé du blasphème, un dieu embrumé du week-end, imaginez la scène, S-C-E accent grave N-E, hein, pas l'autre scène qui a été honteusement blasphémée pour le coup lors de la cérémonie des Jeux ouverture de nos Jeux Olympiques. Je n'ai pas oublié. Bon, allez, Dieu, qu'est-ce qui t'arrive le lundi matin? Pardon, que vous arrive-t-il en ce lundi matin? Bon, aujourd'hui, je fais un nouvel animal. Voyons voir. Une tête de canard? Oh, allez, pourquoi pas? Des pattes palmées? Allez, soyons fous. Un corps de loutre? Ah, ça manque d'harmonie, c'est parfait. Et tiens, pour pimenter le tout, il pondra des œufs, mais il allaitera ses petits. Voilà. Oui, c'est la voix de Dieu. C'est ainsi qu'est né l'ornithorynque, créature qui défie les catégories, le bon sens et probablement la logique même. Non content d'être un bestiaire à lui tout seul, il est une vraie chimère. Il est aussi venimeux. Oui, monsieur, un petit aiguillon sur la patte arrière qui peut provoquer une douleur terrible. Comme si en plus d'être un improbable assemblage d'animaux en pièces détachées, un genre de puzzle Lego donc, il avait décidé d'être dangereux malgré son air choupi et innocent, histoire de décourager ceux qui le voudraient comme animal de compagnie et qui souhaiteraient le classer quelque part. Serait-il un animal politique donc? Je vous laisse à cette réflexion. En somme, l'ornithorynque, c'est un peu comme si la nature s'était amusée à faire un poisson d'avril, sauf qu'elle l'a fait en vrai et qu'il n'a du poisson que les palmes jusqu'au jour où il développera des branchies. Nous arrivons à la fin de cet épisode qui, je l'espère, vous aura apporté des choses, appris des choses, vous aura inspiré, vous aura plu. Parents, comme à l'accoutumée, votre rôle est d'inculquer des valeurs saines à vos enfants, de les laisser être naturellement curieux d'apprendre, d'enrichir leur monde et de veiller à leur santé mentale comme physique et de communiquer avec leurs enseignants. Notre rôle à nous, il est bon de le rappeler, c'est avant tout de les aider à former, à développer des valeurs saines et naturelles et en premier lieu, la curiosité. Plus tard, majeurs, ils pourront faire leur choix personnel en responsabilité avec une base solide, un esprit critique affûté tel une lame de rasoir ou tel un katana provenant de l'autre bout du monde. Mais l'un de nos nombreux rôles est de protéger l'enfance dans son innocence. Donnons-leur du savoir, apprenons-leur à être, avec l'aide de leurs parents et de l'ensemble de la communauté éducative. Apprenons-leur enfin à savoir devenir. Retrouvons ensemble une communauté éducative soudée. Cessons avant tout de nous tirer dans les pattes. Nous valons mieux. Force, intelligence, culture, spiritualité, nature, honneur.